Mais en fait, comme on l'a... Ah, il y a une fourmi. Comme on la prise de lumière, elle s'épuise, elle meurt. Et puis ensuite, il y a tous les petits micro-organismes du sol qui vont la manger, qui vont le transformer en une espèce de compost qui restera là, à la surface. Puis moi, l'année prochaine, j'ai plus qu'à faire un trou, puis à planter mes légumes. Donc, je n'ai pas utilisé de produits chimiques, c'est juste naturel. Et c'est comme ça qu'on a fait sur tout le jardin. On a bâché, on a enlevé, on a mis du compost et on a planté. Fait qu'à la place d'utiliser l'herbicide, c'est ce qu'on dit. Donc ça, c'est l'herbicide des maraîchers bio. Mais du coup, ça prend une année complète au Québec. Dans des pays tropicaux, il fait plus chaud, ça peut prendre 3 à 6 mois. Mais ici, c'est tellement long, le temps que ça se réchauffe et tout ça, il faut un an. Là, c'est la chaleur tropicale. C'est comme dans mon jeu de Polly-Pocket. Nice. Donc là, c'est une serre solaire passive. Donc l'idée, c'est qu'elle est orientée, plein sud. Donc les rayons du soleil vont sur cette paroi là en aluminium. Les rayons du soleil sont ensuite reflétés, c'est un bassin d'eau. Ça chauffe l'eau et le soir, ça redistribue la chaleur dans l'eau, ce qui fait que ça maintient une température intéressante la nuit. Là, il y a un petit panneau solaire qui alimente donc ce ventilateur où il y avait un thermostat. Là, ça permet de faire circuler l'air. Puis ensuite, en haut et sur les côtés, il y a des ouvrants où à l'intérieur, c'est de la cire d'abeille qui se dilate avec la chaleur. Donc, quand la cire d'abeille se dilate, ça fait monter le piston, puis ça ouvre la fenêtre. Puis la nuit, ça se refroidit, puis ça referme la fenêtre. Parce que moi, j'ai pas d'électricité. Donc, sur les côtés, c'est pareil, ça permet de maintenir. Pensez à ça la prochaine fois que vous avez un projet en sciences, technologie. Oui, c'est vraiment ça. Parce qu'ils sont pas faits au Québec, sont... Non, ceux qui sont en bas viennent d'Angleterre, ceux qui sont en haut viennent de Hollande. Ça, c'est un dôme qu'on a acheté aux États-Unis. Enfin, il envoie en kit, après on doit le monter. Mais maintenant, l'entreprise a une succursale en Ontario, donc on peut en acheter au Canada. Et il y a des très petits, puis ça va des trucs énormes, quoi. Et donc, en fait, je m'en sers, moi, pour démarrer mes plants au printemps, parce que vous savez qu'au Québec, la saison est courte. Donc, tout ce qui est tomates, oignons, même tout, je les démarre ici, certains 2 mois avant d'être transplantés, certains 1 mois avant d'être transplantés. Donc, ça me permet de gagner du temps. Donc, dès qu'il n'y a plus de gel, dès qu'il n'y a plus de neige, puis plus de gel, c'est prêt. Et moi, j'ai déjà gagné 1 mois, 2 mois. Et comme on n'a pas d'électricité ici, et que ça, c'est très bien isolé, au printemps, la nuit, j'ai juste un tout petit chauffage là, avec une bonbonne de barbecue. Je l'allume la nuit quand je vois que la température va tomber en dessous de 10. Je le mets au milieu là, puis la chaleur, ça maintient une chaleur à peu près entre 15 et 20 degrés. Et puis, comme ça brûle du CO2 puis que c'est nocif, comme les ouvrants ils s'ouvrent automatiquement avec la chaleur qui monte, la nuit il s'ouvre un tout petit peu puis les gaz carboniques s'échappent. Ça tient pas la neige. Donc je dois enlever la toile. Ça dépend. L'an dernier, j'ai eu quand même 20 cm de neige au mois de novembre, donc je prends un balai parce que ça peut s'effondrer, parce que j'avais vu la météo, c'était juste pas longtemps, donc je prends un balai puis j'enlève tout. Puis pareil, cette année, au mois d'avril, il a fait super beau, donc j'ai remis la toile, puis après il y a eu 20 cm de neige, donc avec mon balai pour tomber. Mais c'est ça. Mais ça me permet, donc à l'intérieur, on peut voir, il y a des tomates. Tomates. Le problème, c'est que c'est très sensible aux maladies sur les feuilles. Donc dès qu'il y a de l'eau, tout ça, ça meurt. Donc pourquoi je les mets là? Pas forcément pour la chaleur, mais parce que du coup je les protège des maladies. Mais là c'est pas vrai, parce qu'elles ont des maladies, c'est la fin de la saison. Mais c'est pour ça. Et là on voit derrière, il y a les tomates cerises. Mais avant, au mois d'avril, il y avait des laitues à la place. Il y avait des laitues en bas. J'ai récolté les laitues, mais vous pouvez m'acheter là. Oh my god, il y en a une rouge qui crie mon nom. Oh my god. Donc là, il y a des haricots devant, des haricots Ready for you. Eux, ils produisent toute la saison.
Par exemple ici, on voit que ce semis de carottes est plein de mauvaises herbes. Ouais. D'accord. Moi là j'ai rien planté, mais ici c'est radis d'hiver. Comme ils sont semés très serrés, la mauvaise herbe elle peut pas passer. Ah, mais ici, tu utilises cette plastique-là Ça c'est pour les. pour empêcher les mauvaises herbes dans les chemins. C'est ça. Et il faudrait que je le fasse partout, c'est vachement bien. Ok. Mais ça coûte cher. Ouais. Donc ça c'est génial et il faut que je vais le mettre de plus en plus. Ici, donc là tu vois il y a un semis d'épinards, mais par-dessus, on voit les épinards qui sortent là. Oui. J'ai mis du compost Ok. qui n'a pas de mauvaise herbe. Donc du coup, les épinards sortent, mais la mauvaise herbe, elle est coincée en dessous, sous le compost. Ah, ok. Donc elle peut pas sortir. D'accord. Donc ça c'est pareil, sur ce semis de haricots, tu vois, il n'y a pas de mauvaise herbe Ouais. parce que c'est semé sur du compost. Ah, ok. C'est pour ça qu'on a besoin de compost dans la vie. Non, non. En fait, le compost, moi, bon, on peut, ouais, le compost pour moi c'est un déchet. Ouais. Parce que c'est comme si tu donnais à bouffer à tes micro-organismes de la merde, parce que au lieu de leur donner de la matière fraîche comme de l'herbe coupée, tu leur donnes un truc qui a déjà fermenté et tout ça. Moi, je l'utilise pour justement contre les mauvaises herbes, maintenir l'humidité du sol, etc. Et parce que quand tu vas semer avec ton semoir, c'est plus facile de passer dans du compost que dans de la paille. Ah, ok. Mais le meilleur C'est plus truc, facile. ouais, mais moi je trouve que le meilleur truc c'est donner de la paille, de l'herbe coupée, de la feuille morte, tout ça qui n'a pas été encore dégradé par les micro-organismes. Du coup, ça va directement dans le sol, ça nourrit directement ta plante. Mais avec ton semoir, dans de la paille, jamais tu peux passer. Fait que le compost, c'est vraiment pas pour nourrir le sol. Non, pour moi, je le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme un paillis naturel qui va retenir, empêcher l'érosion, retenir l'humidité et empêcher les mauvaises herbes. Et du coup couvrir ton sol, donc protéger les micro-organismes qui sont en dessous tranquille comme une couverture en fait. En fait là c'est... Donc c'est ça. C'est quand au printemps ils vont vous expliquer, ils ont le papa et la maman là, les reproducteurs ils les mettent dans une grange tout l'hiver. Mais après au printemps il faut qu'ils nettoient, ils ont plein de caca et tout ça. Ouais, ils l'amènent ici. Ils savent pas quoi en faire, ils me l'amènent. Moi, j'ai un tracteur, donc dans l'année, je retourne le tas et je fais mon compost moi-même. Ok. Donc eux, ça les arrange parce qu'ils n'ont pas à se débarrasser de toute cette merde. Et pour moi, c'est une façon de faire du compost. Donc quand j'ai des surplus de légumes, des légumes moches, tout ça, ils viennent les chercher et ils les donnent à manger à leurs oies. Donc ça fait une économie circulaire, d'où l'avantage des petits producteurs, c'est qu'on s'entraide tous, quoi. On n'est pas dépendant des grosses compagnies et tout ça, on essaye de valoriser nos ressources entre nous. Ça a un territoire d'1 kilomètre carré. Et que si on enlève la clôture, il pourrait se retrouver chez mon voisin d'en face, qui serait bien heureux. Lui, il a un lac, il aimerait ça avoir des cygnes. Je pourrais l'appeler le lac des cygnes. Donc, en fin de compte, le premier printemps, quand on les a sortis, Roméo sort, pas de problème. Juliette sort, les deux partent en courant. Puis ils s'en vont vers nos deux lacs en arrière. Je peux vous dire que 1200 $, à cause de ça. Puis moi, avec mon canot, la petite rame, nous autres, avec la pédale, il serait moqué de moi. One with those. Look at the color of that. It's a turkey. Lucky. You see that feather just sticking out? He's gonna fall. Pour nous autres, parce que nos oies se promènent et ils bougent partout, donc ils n'ont pas le temps d'engraisser autant que si c'était à l'intérieur, les lumières 24 heures sur 24. Donc nous autres, ça nous prend 6 mois. Et comme je disais, on a 11 sortes d'oies. La majorité, c'est soit les blanches et les grises. Les blanches, c'est des oies Emden, c'est des oies hollandaises. Et les grises, c'est des oies de Toulouse, qui viennent de la France. Mais on peut avoir...
Écoutez-moi bien, il y en a une particulière. Celle qui est coupée avec la bosse blanche, puis elle a le bec rose et les pattes roses. Elle marche, là, voyez-vous? Oui, ça? je la vois. Ça, c'est une oie romaine. Oh, on va ramener. Loi Romaine. sacrée du Capitole, pardon. C'est qu'à un moment donné, les Romains étaient envahis par les Gaulois. Et les Gaulois, à ce moment-là, les Romains dormaient, les chiens dormaient, sauf les oies. Et les oies ont réveillé à ce moment-là les gardes. Ils ont empêché à ce moment-là les Gaulois d'envahir Rome. Et depuis ce temps-là, il y a toujours eu un troupeau d'oies romaines à Rome. Et présentement, le propriétaire de ces oies-là, c'est le pape. Très doux. Et en étant très doux, les femelles Fait que Wigo, lui, son rôle, c'est de protéger les poules, les lapins. Il est très, très bon pour aller chercher un lapin puis me le rapporter. Parce que depuis qu'il est tout petit, j'ai des exemples cette semaine. Il m'a rapporté un lapin. Hier soir, il y en a un qui s'était sauvé. Il l'a mobilisé. Il les blesse pas, il les mobilise, puis je peux les prendre. Tout ça. Mais il y a encore un petit peu de misère à comprendre que tout le monde peut toucher un lapin à part lui. Fait que ça se peut que si vous touchez un lapin, il va aller vous voir, mais je vais essayer de... Mais il vous fera pas mal, c'est ça. J'ai été faire un cours en horticulture, puis j'ai développé vraiment une passion pour l'horticulture. Et comme projet de couple, ben, on a décidé, mon chum et moi, Martin, de faire la culture d'arbousier. Mais au début, c'était juste pour le plaisir de le faire. Maintenant, je l'exploite à temps plein. Puis tout ça. On est devant la bâtisse qu'on a. Nous, on a acheté la bâtisse ici en 2006. Vous allez voir une petite photo sur le frigo tout à l'heure. C'était vraiment juste cette bâtisse-là. On imagine la bâtisse, il y a plein d'arbres autour. Il y a un petit chemin qui passe à côté. Quand on a décidé de faire de l'arbousier, ben, ça implique un congélateur pour la transformation puis pour le cueillir. Je vais vous montrer tantôt. Et il fallait bâtir le congélateur dans un atelier. Donc, on a coupé une partie de la bâtisse et puis on a rattaché la bâtisse ici. Notre premier projet initial, c'était de faire une érablière avec un espace pour accueillir les gens et faire des repas. C'était ça un peu le début. Mais l'arbousier a pris le dessus, les plantes et tout ça. Puis cette année, on va commencer peut-être ce projet-là avec, en allant chercher notre permis de faire du sirop d'érable. Mais c'est ça. Des fois, les projets, ils revirent de bord ou ils se tendent comme ça puis ils reviennent. Ben, c'est ça. C'est un petit peu comme ça que ça fait. Là. Ça s'enligne vers le sirop d'érable peut-être cette année. Puis... Ah, la Ginger a décidé que c'était dans ce coin-ci qu'elle tenait tantôt. Les gros, ça s'appelle Ginger ici. Donc, on en a ici, là, qui se promènent. Et les lapins. On va voir des lapins, inquiétez-vous pas, on va en voir plein de lapins tantôt. Ça, c'est quel arbre? C'est l'argousier, on s'en vient, là. Je vais vous montrer. Ah, OK. 2009, 2010. Vous allez prendre des fruits, là, c'est comme ça. Goûtez-y comme il faut. On est dans plein champ, plein de soleil. L'argousier, c'est un arbre au port arqué, feuillage gris comme ça. C'est dans la famille des oliviers. Et le petit fruit contient environ, chimiquement, là, à peu près les mêmes qualités que l'olive. Donc, il y a de l'eau, il y a de l'huile insaturée. Le pépin contient des oméga-7 qui sont bons pour la peau, pour les cheveux. Ça a un petit goût. Ça a un petit goût un peu comme le pamplemousse, le citron. Des fois, on le compare à un agrume. C'est un argousier.
Voyez-vous, ça, c'est une tranche vraiment, là. Je coupe avec un sécateur électrique des branches et je coupe à 50% de l'arbre. Quand j'ai choisi cette tête-là, puis l'autre branche, tout, j'ai laissé assez de feuillage pour qu'il cicatrise. C'est des grosses coupes qu'on fait. On vous propose une recette de smoothie, mais il y a aussi, avec la mayonnaise, c'est très bon. Parce que c'est un bon goût citronné. Oui? Pourquoi il y a une Des poules, il y en a pas, il y en a pas partout. On a... promène partout. Oui, les poules. Ça, c'est de la calendule. On dit que ça goûte le safran aussi. Si vous voulez goûter au pétale, ça se mange. C'est au complet. pétale avec moi? No, no, no. People eat rose petals. Why not these? Ça, c'est Alissa qui aime beaucoup. Alissa, elle adore le basilic sacré. Le basilic sacré, c'est quand même particulier. Hein? C'est pour l'anxiété, ça fait des bonnes tisanes. C'est où est-ce qu'on s'en va? Ah oui? Je suis vraiment impressionnée. Parce qu'il bouge toujours, les clapiers, là. Il sait qu'on s'en va au bébé. Incroyable. Est-ce que vous les vendez? Vous vendez c'est comme la viande? Oui. Oui. Alors, depuis 4 ans, vous êtes ici? À temps plein. Avant, À temps je venais plein. seulement les fins de semaine, les week-ends. OK. Là, si vous voyez des cartons, c'est pas parce que je fais pas mon travail, c'est les poules. Les poules, ils font ça partout. Puis ils brisent tous les cartons que je mets. Oui, ouais. Donc, dans la parcelle à côté, c'est des poulets à chair que j'élève dans des poulaillers mobiles, mais on n'en voit pas en ce moment. On n'a plus de poulets en production. Ici, c'est des lapins. En prendre un, on va en prendre pour tout le monde. Là, Ça, c'est des bébés? Je peux juste venir la porte. J'ai mal à Là, j'y prends souvent. On devrait être capable d'y prendre. Je te prends pas souvent, toi, hein? Je te porte pas. OK, on va le fermer juste pour voir. OK, assis, Wiggle. Assis. Donc, c'est comme ça qu'on prend le lapin. On va y faire une petite cachette. Hein, les lapins, c'est des proies, puis là, ils pensent qu'il est en sécurité, fait qu'il est caché comme ça dans le coude. Est-ce que tu en prends d'un? Je te vois. Elle est pas sûre. Viens t'asseoir ici, je vais te le mettre. Et des clapiers mobiles comme ça, ils permettent au lapin de vivre avec sa mère ici, puis de développer, puis manger, de se développer physiquement, puis musculairement, puis d'être dans l'herbe. Ils entretiennent l'herbe. Donc, moi, j'ai pas besoin de tondeuse. D'où, assis, assis. Assis, bébé. You're not a baby. She has to feel really Oh, look at her. Assis, assis, oui. Assis. She thinks she's all safe and cuddly. Ouais. Donc, ça, c'est... moi, j'élève la femelle, puis je la coupe avec le mâle pour avoir une portée, puis on fait 2 portées par été dans chaque... à peu près avec chaque femelle. Puis à un moment donné, à 8 semaines, je sépare les mâles des femelles. Là, ça va être le temps de séparer les frères et les sœurs. Mais ça se peut que je ne le fasse pas non plus, là. Puis je déplace le clapier. Tous les matins, je le déplace. Comme ce matin, j'ai tout déplacé les clapiers autour. Ici, on a des clapiers en plastique, puis on a des clapiers en bois. Donc, c'est deux modèles que j'ai. On les entend. Oui. Il y en a le one of Pas the... d'œufs à essayer. Une fraternité. Non. Non! Peut-être qu'on va en trouver. Est-ce qu'il aime ça l'argousier? Il aime ça l'argousier, Paul?
Oui, c'est une de mes caractéristiques dans les Sur les œufs. œufs, ouais. Mais c'est la première fois que j'en vois dans leur. OK, dans non, leur c'est ça, je leur en amène, mais là, j'ai laissé les branches au complet. Est-ce que ça affecte les œufs? Ben, en fait, oui, les nutriments se retrouvent, de l'argousier se retrouvent dans le... Oui. Ah, c'est bien. Moi, j'achète du Ah oui, le jaune, et comme si je leur avais donné le petit maïs. Ben, honestly, comme le goût est different. Est-ce que tu viens avec moi? The yellowness. D'accord. On va chercher les œufs de caille ensemble. Tu vois, peut-être qu'on va avoir, peut-être qu'on en... Oh, là, on va avoir des cailles super contentes. Vas-y. Ben, Manger de moulée, jamais. Et c'est descendant de vikings, jamais mangé de moulée. C'est des races qui nous viennent d'une île, donc ça n'a jamais été mélangé. Et ils n'arrivent pas d'Islande direct, là, mais c'est leur descendance. Et moi, j'ai choisi ces moutons-là pour manger la base des argousiers. J'ai dit, ils aiment juste l'herbe, ils vont manger juste l'herbe. Puis moi, ça va m'aider à désherber les argousiers. Mais elles préfèrent l'argousier. Donc, là, il était trop tard, j'étais amoureuse des moutons. Et là, j'ai dit, ouais. Là, on donnait des chances, mais non, ils mangeaient toujours les petites branches. Ça veut dire qu'à cette hauteur-là, mes argousiers n'avaient jamais de pouce, parce que c'était toujours clean de même. Donc, puis les premières années que j'ai eu les moutons, je mettais juste 3 fils. Un ici, un dans le milieu. Ils se sauvaient, là. C'est là que j'ai appris qu'un mouton, ça rentre. Moi, je pensais qu'un mouton, ça saute. Et puis, moi, ma clôture, là, où est-ce qu'on était tantôt, à 8 pieds de haut, là, j'ai appelé l'éleveur, j'ai dit, Gabriel, est-ce qu'un mouton, ça saute 8 pieds de haut? Parce que moi, je prenais mon café. oh my God. Je vois 2 moutons dans la fenêtre. Ben voyons donc, par où qu'ils ont passé? Oh my God. Fait que là, sort de la maison, puis là, un mouton, c'est pas comme un chien, là, c'est pas, ça vient, ça te regarde. Il n'y a rien. Ça arrive, non, c'est pas ça. Fait que là, pas capable d'appeler le mouton, puis là, j'avais la moulée. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, je les ai changés d'enclos. Mais là, ils se sauvaient, là, ils passaient tout le temps pour se sauver. Donc là, j'ai commencé à les nourrir à de la moulée. Parce qu'à un moment donné, il fallait les nourrir un peu plus pour les garder plus proches. Donc, mais dans leur nature en Islande, c'est ça, ils vont être 2 femelles avec leurs petits. Et à l'automne, ils vont faire leur rapatriement. À l'époque, ça se faisait à cheval. Maintenant, ça se fait en hélicoptère. Et c'est très beau. Si vous voyez sur YouTube, à un moment donné, le rapatriement des moutons, là, ils vont rapatrier ça dans un grand espace central. Et puis, c'est tout divisé comme en étoiles. Puis, les éleveurs vont avoir une couleur. Mettons mauve, là, toute mauve. Puis, les gens vont aller chercher leur mauve, puis ils vont le rentrer dans leur section à eux. Donc, c'est une façon de faire qui est différente. Puis, ce mouton-là, elle est noire comme ça, mais à l'hiver, elle va toute être brune par-dessus. En ce moment, c'est son sous-poil. Là, elle est raide, c'est fou. Là, c'est le sous-poil. Puis ensuite, elle va être blanche. Là, qu'est-ce que vous voulez? Puis, donc, le sous-poil et le poil, moi, je m'en sers pour filer. Je file la laine. Et je dois séparer le poil sous-poil quand je file la laine. Donc, je fais la première étape, c'est ça. Puis, je vais les faire tondre au mois d'avril. OK, c'est ça. Puis, je leur laisse leur laine pour l'hiver parce que je suis pas trop creuse quand même, mais c'est la plus belle laine, si tu la voudrais. Là. Je voudrais me faire des belles choses.